bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette matinale, matinale consacrée à la cybersécurité. On va essayer pendant cette petite heure d'échanger avec vous et de discuter de toutes les problématiques liées à la sécurité, et je pense que vous aurez plein de questions à nous soumettre et nos intervenants seront là pour y répondre. Cette matinale est organisée conjointement avec Gare Entreprise, donc je remercie particulièrement, nous aurons un coup de main pour cette organisation, notamment Jean-Pierre de Faria, président de Gare Entreprise. Nous avons différents intervenants. Sylvie Garcia, directrice du CMIST, donc Centre de santé interprofessionnel, Centre médical interprofessionnel de la santé au travail. Voilà, qui nous parlera un peu de l'importance de la sécurité numérique au sein des centres médicaux, justement, qui traitent pas mal de données sensibles. Yann Richer, consultant en cybersécurité, qui est transition numérique également. Il nous fera un panorama de la sécurité, de la cybersécurité actuellement. Également, nous apprendrons plein de choses intéressantes. Nous avons également David Denasiak qui est avec nous. Il est en connexion, il fera son intervention tout à l'heure. Donc David est RSSI au Neti Center de Nîmes. Donc, le Neti Center étant le data center de Nîmes. Et je pense qu'en tant que responsable de la sécurité, David aura pas mal à nous apprendre, notamment dans ce contexte particulier et surtout suite aux problèmes qu'on a tous subis avec le sinistre incendie chez OVH. Voilà, donc il y aura certainement plein de questions. En dernière partie de cette visio, nous serons rejoints par Caroline de Rubiana du dispositif Cyberrock. Cyberrock est un dispositif de la région Occitanie qui promeut la cybersécurité à l'échelle de la région. Donc Caroline également nous parlera de Cyberrock et elle sera là également pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je tiens aussi à remercier l'équipe organisatrice, Stéphane Ozil Conseil, qui est avec son équipe qui est derrière les caméras, et Karina aussi de Gare Entreprise qui a participé à l'organisation de cet événement, Jérémy et Valérie aussi qui m'ont donné un grand coup de main pour cette matinale. Voilà, donc on va démarrer doucement, je vais passer la parole à mes intervenants, à mes collègues, et puis au fur et à mesure on va interagir. Donc c'est clair qu'on n'a pas pu faire cette matinale en présentiel, c'est vrai qu'on a l'habitude de procéder comme ça, c'est plus convivial habituellement. Là, le public est à distance, ça nous change un peu, mais grâce à la fonction questions-réponses que vous avez en bas de votre écran, vous pourrez nous soumettre toutes les questions et on essaiera d'y répondre du mieux possible. Voilà, donc on va les recevoir en direct au fur et à mesure. Donc merci encore, et puis nous allons démarrer. Donc je vais commencer par passer la parole à Jean-Pierre. Jean-Pierre, président de Gare Entreprise, je te remercie d'être venu ce matin. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'importance de la sécurité numérique pour les entreprises? Oui, bien entendu. D'abord, merci à vous de nous accueillir dans vos locaux. Ce n'est pas la première fois effectivement qu'on se retrouve. Effectivement, c'est un sujet important parce qu'on considère que la cybercriminalité est l'une des plus grandes menaces pour les entreprises dans les temps qui sont à venir. Déjà, dès 2014, dès 2019, grâce à vous, on avait déjà mené une opération pour sensibiliser nos adhérents. Je crois que ça avait été déjà un événement qui était important. Et on voit à l'heure actuelle du tout connecté où les entreprises, les TPE, PME sont les plus sensibles, sont les plus à risque. Et ce qui est important de souligner, c'est que 80% des chefs d'entreprise, des TPE, PME, sont peu sensibilisés ou se sentent très éloignés de ce risque-là. Et je crois qu'il y a une vraie nécessité donc, de communiquer sur ces dispositifs, sachant qu'effectivement, des pertes de données, des pertes d'exploitation peuvent avoir des conséquences très très graves pour les entreprises. Donc ce matin, l'occasion nous est donnée grâce à vous et aux intervenants qui sont ici présents, d'en comprendre les mécanismes et surtout de protéger nos entreprises sur ces fameux risques. Donc encore merci ce matin de nous accueillir et de nous expliquer ce qu'il faut faire surtout. Merci bien. Merci Jean-Pierre. Yann, je te laisse ça. Oui, donc je vais faire poursuivre le propos de Jean-Pierre sur le panorama de la cybersécurité, parce qu'effectivement, pour parler de cybersécurité, il faut parler de cybermenaces. Et dans ces cybermenaces, on peut identifier un certain nombre de problématiques. Alors, je vais juste reprendre le partage sur l'écran. Voilà. Comme ça, vous allez avoir en direct la slide qui correspond au panorama. Donc, vous avez évidemment un certain nombre de cybermenaces qui sont identifiées. Les plus connues, les plus anciennes sont les virus.
Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a la violation de chaînes logistiques. Donc l'objectif pour les pirates ou les hackers, c'est de désorganiser une chaîne logistique. On l'a vu avec les vaccins, mais c'est aussi les cibles privilégiées, ce sont le milieu pharmaceutique, les chaînes d'hôtellerie, etc. Ils ne ciblent pas forcément les grosses entreprises, mais aussi les petites entreprises qui sont des sous-traitants pour aller désorganiser les grosses entreprises. Donc c'est important que les PME, les TPE soient aussi très vigilantes sur ce qui se passe en termes de cybersécurité. Le deuxième point, et celui-là il monte beaucoup, c'est les politiques, en tout cas les campagnes de rançonnage et d'hameçonnage qui se déroulent aujourd'hui en France et dans le monde, qui sont menées en particulier autour du Covid, puisque avec l'inquiétude du Covid, il y a eu beaucoup de publicités, de fausses publicités pour orienter les internautes et les entreprises sur des sites qui n'étaient pas des sites réels, en tout cas c'était des mafias derrière qui étaient là pour détourner de l'argent. Je rebondis sur ce que tu disais en termes de pharmacie. Est-ce que, Jean-Pierre, je sais aussi que par tes fonctions professionnelles, tu es au milieu de la pharmacie, tu es très connu, on va dire. Enfin, c'est pas moi qui suis connu, c'est la pharmacie voilà, qui est connue par l'intermédiaire effectivement de... Est-ce que vous avez eu vraiment d'attaques? Est-ce que vous avez été vous-même ciblé? Est-ce que vous êtes... On a eu, effectivement, donc on a eu notre responsable comptable nous a souligné donc effectivement 3 faits d'alerte sur des attaques, mais alors sur le fait que vous avez tout à l'heure souligné sur du rançonnage, sur lesquels on a pu être assez vigilant. Et dans l'univers de la pharmacie, effectivement, il y a eu tout à fait une série de pharmacies au niveau national, puisqu'on a partenariat qui s'appelle Pharmabase, qui ont eu des problèmes donc, effectivement, de pillage de données, etc. Et donc, avec donc, une information que tu soulignais tout à l'heure, effectivement, sur les sauvegardes qui sont tout à fait obligatoires et nécessaires, et avec peut-être les protections dans ce qu'on appelle le cloud. Donc ça, vous en parlerez avec moi. Donc dans le panorama, on a d'un côté les cybermenaces, de l'autre côté les acteurs, les prestataires, l'ANSSI, Cyberrock, l'ensemble des éditeurs. On voit qu'il y a quand même pas mal d'acteurs aujourd'hui qui sont mobilisés. Il ne faut pas oublier les salariés dans les entreprises qui font partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les maillons faibles. Parce que c'est marqué ensuite, la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle est de plus en plus floue. Voilà. Donc on a une évolution des usages aujourd'hui qui fait que le numérique est de plus en plus présent dans l'entreprise, dans la vie privée, avec des frontières qui sont parfois très très floues, très grises, et les pratiques, la sensibilisation est importante. En quelques chiffres, oui, parce que je crois que là, vous avez souligné quelque chose qui est très très important, c'est qu'effectivement, les attaques, elles passent souvent, malheureusement, par les salariés. Et donc, je pense que là, dans votre travail, il y a vraiment une vraie information à faire au niveau des chefs d'entreprise, de sensibiliser le personnel, parce que c'est par là que, effectivement, c'est une très bonne remarque, parce que c'est par là que ça passe souvent, malheureusement. Bien sûr. Donc, c'est peut-être là, au niveau de la sensibilisation, c'est vrai que souvent, en termes de sécurité, on va traiter l'aspect technique de la sécurité. Donc on va mettre en place des firewalls, on va mettre en place des logiciels anti-spam, on va mettre toutes les sécurités techniques en place, mais on oublie trop souvent l'aspect humain. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, mettre une porte blindée sur son logement, si à côté on laisse les fenêtres ouvertes, on n'est pas plus sécurisé pour autant. Voilà. Et là, le fait de traiter la cybersécurité sur l'aspect uniquement technique, c'est une erreur à notre avis. C'est pour ça que BEA a constitué un arsenal d'offres aussi bien techniques qu'organisationnelles, de façon à répondre à ces problématiques. Puis on peut insister sur le volet humain, puisque les arnaques au président, ou en tout cas un certain nombre d'arnaques ciblent les personnes en constituant un environnement d'influence pour amener la personne à agir de manière non raisonnable et donc à aller payer des choses qu'elle ne devrait pas payer. On le voit en mettant du stress, par exemple, avec des messages qui apparaissent sur les écrans violemment et qui vous disent attention, vous avez un problème de sécurité, il faut appeler le 0800, etc. Et là, vous partez déjà dans un premier cycle. C'est une première arnaque. Et c'est une première arnaque et ça peut en générer d'autres. Donc c'est effectivement extrêmement important d'être vigilant sur la sensibilisation. Et donc en quelques chiffres, puisque le Covid est passé par là, on a une hausse de 400% des tentatives de phishing sur l'année 2020.
par rapport à 2019. Il en est de même pour l'augmentation du nombre de campagnes de hameçonnage. Elles ont doublé entre 2019 et 2020. De rançonnage, pardon. Et donc on voit que le Covid a été extrêmement favorable avec le télétravail pour essayer de pénétrer sur les réseaux des entreprises. Le coût moyen pour une entreprise, tu as dit, Jean-Pierre, qu'effectivement il y avait une immobilisation sur l'entreprise. Hein, on peut se retrouver sans activité pendant quelques jours. Le coût moyen, il est de 35 000 € par attaque réussie. Oui. Donc c'est quand même assez important. Il augmente de plus en plus et chaque année, les chiffres sont de plus en plus élevés. Donc ça, c'est effectivement un point de vigilance pour l'entreprise. Et d'autant plus qu'on a des chiffres de plus en plus précis, puisqu'il y a des assurances qui se mettent en place pour accompagner les actes de piratage, ou en tout cas les problèmes de cybersécurité dans les entreprises. Et donc on peut consolider ces chiffres avec les arrêts de production, les coûts de mobilisation des prestataires techniques pour rétablir les systèmes d'information, etc., etc. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête finalement. Investir dans la cybersécurité, c'est peut-être un bon investissement quand on est attaqué. Ce qui est important aussi, c'est le risque de défaillance. Une fois qu'on a subi une attaque, le risque de défaillance augmente de 80% dans les 3 mois qui suivent l'attaque. Donc c'est la pérennité de l'entreprise qui peut être atteinte si une attaque est réussie. Et c'est d'autant plus vrai que 80% des entreprises n'ont pas de plan de réponse aux incidents robustes. Et donc, qu'est-ce que c'est un plan de réponse aux incidents robustes? C'est avoir une solution de repli et de rétablissement des données en cas d'attaque. Le client nous demande, est-ce que vous pouvez nous garantir qu'avec ce système-là, on ne sera plus attaqué? Malheureusement, on ne peut rien promettre à ce niveau-là, puisqu'il n'y a aucune garantie, aucune technique, parce que c'est une course perpétuelle entre la personne malveillante, cyberattaquant, et prestataire de services pour mettre en œuvre des protections. Par contre, on peut être organisé pour rebondir en cas d'attaque, en cas de sinistre. Voilà. Le maître mot, c'est prévenir et savoir. En fait, vous nous dites, monsieur Frédéric, qu'on est comme le virus, hein, il y a des variants tout le temps qui arrivent, etc., sur lesquels il faut être sans cesse. C'est très similaire, l'image de la sécurité. D'ailleurs, on parle de virus informatique, donc l'image est tout à fait correcte, dans le sens où, au fur et à mesure, il y a de nouvelles attaques qui sont élaborées, il y a les produits, les solutions évoluent, il y a forcément peut-être des vulnérabilités à l'intérieur qui sont exploitées, et à ce moment-là, il y a une recherche, aussi bien de la R&D côté des experts, mais aussi chez les personnes malveillantes, chez les cyberattaquants. Ils ont aussi leur R&D, ils recherchent aussi des possibilités de mettre à mal nos entreprises, nos systèmes d'information. Oui, ce qui a changé peut-être entre les années 90 et les années 2020, c'est que dans les années 90, on avait un système d'information qui était verrouillé techniquement avec des techniciens qui étaient très présents. Aujourd'hui, il faut plus d'agilité et couvrir l'ensemble du périmètre qui va des utilisateurs aux prestataires de services. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si vous êtes prêt à faire face aux attaques et à l'ensemble de ces problématiques-là. Et c'est pour ça qu'on va se tourner vers Sylvie Garcia, qui peut peut-être nous présenter d'abord ce qu'est le CNIST, parce qu'aujourd'hui c'est le centre médico-social des travailleurs, de surveillance des travailleurs. On sait que les hôpitaux sont la cible d'attaque, il n'y a pas d'éthique au niveau des cyberattaques, donc comment êtes-vous organisé? Comment on s'est organisé? Donc le service de santé au travail, c'est 48 salariés qui gèrent et qui accompagnent 5200 adhérents qui sont des chefs d'entreprise et près de 37 000 salariés sur 2 départements. Voilà. Donc, comme nous pratiquons et que nous manipulons de la donnée médicale, évidemment ces données font l'objet de protection spécifique et d'une habilitation de la CNIL. Donc on travaille de concert avec notre prestataire et notre logiciel informatique qui est Bonne Solution. Nous travaillons avec BEA maintenant depuis 2004, si je ne me trompe pas. Donc ça fait effectivement très longtemps
que nous travaillons ensemble. On se connaît parfaitement et on a mis en place une organisation spécifique à la fois sur les aspects techniques de protection, sur le volet matériel aussi, mais aussi sur la sensibilisation des salariés et une organisation spécifique en interne pour avoir toujours un ou deux référents qui soient les interlocuteurs à la fois de BEA et de notre prestataire informatique. Donc on avance à 3 sur ces problématiques. C'est vrai que nous, si on a une attaque, ce qui est déjà arrivé, et c'est toujours quand on n'a pas du tout envie d'être attaqué, qu'on se fait attaquer, donc le week-end, le vendredi soir et au mois d'août. Ça, c'est les spécificités, c'est toujours à ce moment-là. Voilà, le maillon faible, c'est aussi la temporalité, et c'est quand on est le plus, on va dire, le plus faillible qu'on se fait attaquer. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est très bien organisé et c'est bien conséquence. Nous, c'est toute notre organisation qui est perturbée, puisqu'on n'a plus d'accès à des dossiers médicaux. Et plus on avance, plus on essaie de faire en sorte de ne plus avoir de dossiers papier, de tout avoir sur nos bécanes et sur nos serveurs. Donc on est obligé d'avoir une protection maximale pour pas avoir de perte d'arrêt de fonctionnement et de ne pas avoir une organisation trop longtemps perturbée. Voilà. Donc on a sensibilisé les maillons faibles dont tu parlais, Yann, quand on a mis en place la procédure d'audit et les préconisations de l'audit du RGPD qu'on a mené en 2017. Donc on a sensibilisé tous nos collaborateurs, aussi bien dans la sphère du privé que dans la sphère professionnelle, en essayant de leur expliquer qu'effectivement, il fallait, en termes de code d'accès, de sécuriser au maximum. Voilà. Donc ça, c'est des choses que l'on a fait. On a sécurisé nos serveurs et on essaie d'avoir l'organisation la plus agile pour pouvoir répondre au mieux, en sachant que tout dirigeant d'entreprise est amené à gérer de l'imprévisible. Depuis l'année dernière, on gère de l'imprévisible qu'on n'avait jamais prévu, c'est-à-dire un virus qu'on ne connaissait pas auparavant et qui est vraiment venu perturber nos organisations. Mais la cybercriminalité, même si dans les faits on ne sait pas comment on va se faire attaquer, c'est quand même un imprévu prévisible. Donc, face à cet imprévu prévisible, qu'on ne connaît quand même pas, il faut qu'on puisse mettre en place une organisation qui nous puisse nous répondre au mieux et nous perturber le moins. Voilà. En sachant qu'on a aussi, comme tu le disais Yann, fait un petit tour auprès de notre assureur pour faire en sorte de nous accompagner sur le volet financier en cas de gros arrêts d'activité. Voilà. Le principe est déjà d'avoir un système de sauvegarde qui soit efficient, donc à la fois avec des sauvegardes qui soient locales, sur une infrastructure solide, une infrastructure de serveurs solide, avec un système de cloisonnement, donc ne pas oublier d'instaurer des cloisonnements dans son système d'information avec la sphère médicale, la sphère administrative, la sphère sauvegarde, la partie serveur, la partie applicative, donc tout ça doit être cloisonné et si possible en mettant des zones qu'on appelle des bacs à sable de façon à servir de filtre et de cantonner en cas d'attaque dans un espace limité une possible attaque. Donc au-delà de cette organisation technique, il faut effectivement des sauvegardes, externaliser également le principe de la sauvegarde de façon à, s'il y a un sinistre sur le site de production, pouvoir récupérer le système d'information sur une source externe. Donc ça c'est le point important, mais là encore on n'est pas à l'abri d'une attaque au travers des utilisateurs, puisque on parlait tout à l'heure des ransomware, qui est une source importante d'attaque aujourd'hui et qui met à mal beaucoup d'entreprises qui ne sont pas préparées, parce que c'est clair que lorsqu'une entreprise ne se relève pas, c'est qu'elle n'a pas été préparée à cette éventualité-là. Donc même si on ne peut pas garantir qu'il n'y aura jamais de faille par ransomware, on va pouvoir à mesure de rétablir le système le plus rapidement possible. Donc comment se matérialise un ransomware ? 90% des contaminations se passent par un mail frauduleux. Donc l'utilisateur reçoit un mail qui l'invite à télécharger une pièce jointe, qui l'invite à cliquer sur un lien pour accéder à une information, et au moment où il va ouvrir la pièce jointe, il va installer en local
un virus qui sera un cryptolocker, un virus qui va compresser les données de son ordinateur, mais aussi par incidence celle du serveur où l'utilisateur a le droit d'accéder. Et par cascade, au fur et à mesure, non seulement il va chiffrer les données, donc les compresser avec un mot de passe, mais il va en plus se répandre, donc d'autres utilisateurs vont être contaminés potentiellement par ce virus. Et si ça arrive un vendredi soir, avec les usages courants, on peut arriver le lundi matin et s'apercevoir que tout le système a été chiffré et qu'il est à l'arrêt. Donc qu'est-ce qu'on fait en cas d'attaque par ransomware lorsqu'on constate effectivement que son système est chiffré? Le premier réflexe, c'est d'éteindre le système d'information, d'éteindre les postes contaminés, de circonscrire la contamination. Donc là, on coupe tous les systèmes. Ensuite, on contrôle effectivement que les sauvegardes n'ont pas été contaminées. Si le cloisonnement a été fait correctement, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Bien penser, lorsqu'on parle de sauvegarde, que la sauvegarde de la veille sur un jour de rétention, c'est trop peu. C'est-à-dire qu'on parle de sauvegarde, si vous avez la sauvegarde uniquement de la veille et que vous avez été contaminé un vendredi et que vous avez fait la sauvegarde automatique le samedi et le dimanche, vous aurez sauvegardé le virus. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une rétention de sauvegarde sur une semaine, un mois et voire plus, pour pouvoir après jongler et restaurer le système d'information correctement. Donc ça, c'est un point important. Donc on circonscrit le périmètre, on nettoie les postes infectés, on restaure les sauvegardes sur le serveur, et aujourd'hui, avec les outils de virtualisation, des outils professionnels de sauvegarde, on va arriver dans la journée à remettre un système d'information de moyenne importance, j'entends. C'est sûr qu'à l'échelle d'un grand groupe, le temps est peut-être beaucoup plus long. Mais voilà, si on a fait un plan d'action, un plan de reprise d'activité, étape 1, je fais telle opération, étape 2, je fais telle autre, et si on a listé tous ces éléments-là, on peut arriver techniquement à faire repartir le système d'information. Voilà, donc ce qui est important, c'est d'être organisé à l'avance. Si vous vous retrouvez le lundi matin tout bloqué et que vous dites, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est sûr que vous allez vraiment ramer toute la semaine et vous partez vraiment dans une galère qui peut être aussi très très grave et mettre à genoux. Une question d'un néophyte, parce que tout à l'heure, je pensais que lorsqu'on sauvegardait tout un instant. Vous avez parlé de cloisonnement, donc effectivement, on cloisonne et on protège des secteurs d'activité de l'entreprise. Tout à fait. Donc ça peut être les achats, les commandes. Exactement. Dans la mesure où le système d'information est organisé en bloc distincts, on va gérer chaque entité du système d'information comme étant une activité à part entière et elle sera sécurisée dans son ensemble. Voilà, c'est d'autant plus, je reprends l'exemple du CNIST où il y a un système d'information qui est double, il y a deux systèmes d'information, un qui est purement médical, un qui est purement administratif. Donc on va traiter les deux volets comme s'il y avait deux systèmes informatiques sur le même site avec des degrés de sécurité qui sont aussi importants d'un côté que de l'autre. Voilà. Et alors quand il y a des sauvegardes, elles sont faites où ces sauvegardes? On les fait à distance, on les fait en local. Comment on organise des sauvegardes intelligentes dans son entreprise? Alors une sauvegarde bien faite doit être à la fois locale et externalisée. On ne peut pas jongler sur une seule sauvegarde, c'est trop risqué. On prend le cas commun d'un cambriolage. Vous avez un cambriolage dans votre entreprise. Les cambrioleurs emportent le serveur et tout ce qu'ils trouvent autour, y compris la sauvegarde. Donc ça, c'est un cambrioleur, c'est un cambrioleur qui va tout vider votre locaux. Et donc voilà, donc ça peut effectivement arriver, il faut penser au pire. Donc effectivement une sauvegarde locale, si possible pas située dans un autre bureau que la salle informatique, de façon à sécuriser un peu plus le système de sauvegarde. Et après, externaliser cette sauvegarde, avoir un deuxième jeu de sauvegarde qui lui soit un data center. Donc pour nous, autre part, on travaille avec NetCenter, qui est un data center de proximité qui est sur Nîmes. Donc on a des infrastructures informatiques BEI propriétaires dans un espace locatif qui est situé à Nîmes. Je ne sais pas si David veut dire un mot sur NetCenter, s'il est présent. David. Leur question, juste avant que vous interveniez. Donc, on pourrait imaginer, au pire, ce qui s'est passé sur le gros système d'un incendie.
Oui. Mais malgré ça, les entreprises seront en capacité de récupérer quand même leurs données. Exactement, si la sauvegarde extérieure est abîmée, la sauvegarde locale est présente. Donc après, il y a toujours un concours de circonstances, on peut avoir le local et le distinct qui est abîmé. Mais bon, après, plus on a de sensibilité à ces données, plus on élève le risque. En résumé, le PCA, c'est on continue l'activité, donc l'activité est maintenue. Donc là, ça demande vraiment une organisation technique, organisationnelle particulière, de façon à ce que, quoi qu'il arrive, le système continue à fonctionner. Donc il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas à la portée d'une TPE aujourd'hui. Le plan de reprise d'activité, le PRA, c'est de pouvoir rebondir et redémarrer au plus vite s'il y a également une problématique qui se pose. Et là, effectivement, avec un peu d'organisation, même une toute petite entreprise peut être en mesure de redémarrer son activité au plus vite si elle a pris le temps de se poser avec des experts pour savoir rebondir. Jean-Pierre, je reviens vers toi, parce que je sais que parmi tes fonctions, tu es aussi maire de Saint-Ambrois, c'est une belle ville. Et donc, je voulais te poser comme question, est-ce qu'au sein de la mairie, je sais que les mairies sont aussi très sollicitées par les cyberattaquants, on a vu pas mal d'attaques qui ont été médiatisées. Est-ce qu'au niveau de la mairie, vous avez constaté une recrudescence des attaques? Alors là, on pourrait dire, merci de m'avoir posé cette question, parce qu'effectivement, je crois que là, il y a une information à communiquer auprès des communes. Je crois que là, on a effectivement été attaqué par 2 fois sur notre commune de Saint-Ambrois, et c'est vrai qu'on n'était pas préparé. Et je crois que ça nous a coûté des pertes de données, mais un gros travail après en amont pendant près de 2-3 mois pour reconstruire un petit peu les données qu'on avait, qui étaient stockées à partir de nos sauvegardes. Et je crois qu'effectivement, il serait important, effectivement, que tu puisses, j'en parlerai effectivement au président des maires des communes du Gard, parce que les grosses villes sont protégées, les gros systèmes, on va parler d'Alès, on va parler de Nîmes, des grosses villes. Mais l'ensemble des petites communes du territoire, et c'est la majorité, ne sont certainement pas ni averties ni protégées. Je crois qu'il y a vraiment un devoir d'information auprès de ces communes, et je pense que Beurre est tout à fait approprié pour faire passer ce message-là. Tout à fait. Je me tiens à votre disposition et on pourra organiser cet événement. C'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais en termes de reprise de données. Souvent, lorsqu'on parle de problèmes informatiques, on va se cantonner à la sauvegarde, à la remise en route, mais on oublie le temps de retour à la normale. Donc c'est vrai que ce temps où les collaborateurs vont remonter les données, vont perdre du temps, vont tout simplement galérer dans leur quotidien, cette perte de productivité est difficilement quantifiable et elle doit rentrer en ligne de compte. Donc souvent, lorsqu'on expose une solution de mise en sécurité d'un système d'information à nos clients, ça a un coût certain, et souvent c'est un frein pour les prospects, pour les PME d'investir sur cette sécurité avant qui est la problématique. Donc ce que nous conseillons, c'est d'évaluer le risque en disant voilà, si au bout d'une journée d'inactivité informatique où tout le personnel est bloqué, quel est le coût pour l'activité? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est extrêmement grave? Est-ce que ça met en péril la société? Et après, on se pose la même question à 2 jours, 3 jours, 1 semaine, de façon à savoir à quel moment ça devient catastrophique en termes de temps de reprise d'activité, justement, en termes d'humain, tout simplement, parce que les journées ne font que 8 heures et on ne va pas pouvoir demander aux collaborateurs de recevoir le public, de mener à bien leur mission et de récupérer ce qui a été perdu les semaines avant. Donc, une fois qu'on a évalué grosso modo cette enveloppe-là, on est souvent surpris de voir des volumes financiers que ça peut représenter. Et à ce moment-là, la bonne question c'est de dire, est-ce qu'en budgétisant une partie de cette somme, 10-15%, en l'affectant en préventif à de la sécurité du système d'information, à ce moment-là, peut-être qu'on va diminuer le temps de reprise. Au lieu de mettre 1 semaine à repartir, on va tomber à 1 journée, et là on sera beaucoup plus serein, et on gagnera 6 jours de perte d'exploitation, et là c'est plus du tout la même chose. Voilà. Donc lorsqu'on parle de préventif, il faut prendre en compte ce calcul et ce temps d'évaluation. Oui, je voulais dire que nous on a effectivement travaillé là-dessus,
et c'est vrai qu'on est sur de la prévention. Mais ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, c'est que du coup, on a contractualisé avec notre assureur sur la volet perte d'exploitation. Voilà. Même si on n'a pas une perte d'exploitation comme une TPE, puisque nous, derrière, on n'a pas un chiffre d'affaires et des marchés, mais on a quand même essayé de quantifier, et on a finalement, on s'est assuré. Le coût n'est pas si excessif que ça. Voilà. Et ça mérite quand même qu'on s'y attarde. On a renégocié nos contrats, ça ne nous a pas coûté plus cher. Simplement, on a fait des économies sur notre contrat en négociant, et on a une couverture. Voilà. C'est la cerise sur le gâteau important. avec le travail qu'on emmène avec nous. C'est important. Voilà. Je sais que dans cette matinale, nous avons des assureurs qui participent, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers, parce que il est important aussi de savoir si on est couvert et dans quelle mesure on peut être couvert contre le risque numérique. Il faut faire vraiment une démarche à 360 degrés, c'est-à-dire prévoir techniquement, travailler sur l'organisation, sur le fonctionnement interne, et vraiment tout anticiper. Il faut faire une démarche de diagnostic à 360 degrés. Voilà. Et ne pas le faire seul. Tout à fait. C'est un peu l'organisation qu'on a mis en place, d'essayer de répondre à 360 degrés aux problématiques de nos clients. Est-ce que nous avons... Ah, c'est non. Ça veut dire que c'est l'heure, ça. C'est vraiment très bien. C'est le téléphone. C'est la magie technique. C'est la magie du direct. Est-ce que... Il reste deux questions peut-être. Deux questions, oui, vas-y, je te laisse. Traiter. La première question concerne la multiplication des sauvegardes. Plus on fait de sauvegardes, est-ce qu'en multipliant ces sauvegardes, on ne crée pas des risques de multiplier les entrées? Alors ça, est-ce qu'en ayant des redondances, on peut avoir plus de risques que d'avoir un seul stockage ou pas? En fait, non. Ici, on a plusieurs sauvegardes sur différents sites. On va augmenter la capacité de recourir à ces données en cas de problème. L'important, c'est que les sauvegardes soient surtout contrôlées. Il y a des erreurs qui sont communes, et lorsqu'on échange avec certains prospects ou certains clients, ils nous disent non, mais moi les sauvegardes, nous ça se fait, c'est automatique, ça se fait tout seul, on est serein là-dessus, j'ai mon prestataire qui s'en occupe, c'est en place. Et la question suivante qu'on leur pose, c'est est-ce que quelqu'un les contrôle? Est-ce que quelqu'un vérifie que la sauvegarde c'est bien faite? Et là, c'est moins certain. Donc une sauvegarde managée, elle va être surveillée. Donc nous, on a des outils de supervision, donc on met en place ça chez nos clients que nous avons en infogérance. Donc on a un logiciel qui va checker tous les matins si les sauvegardes ont été réalisées. Donc alors, il y a trois hypothèses, soit on reçoit la sauvegarde c'est bien faite, donc ok, soit on a un warning, la sauvegarde, il y a eu un petit souci, un fichier qui était ouvert, qu'on n'a pas pu sauvegarder, donc là c'est déjà un écueil. Soit on a un warning, la sauvegarde c'est pas faite, donc là c'est une autre erreur, ou alors on n'a pas de réponse du logiciel sauvegarde, et là c'est aussi à traiter, il s'est passé quelque chose qui a bloqué la sauvegarde. Donc dans tous les cas, on va regarder, vérifier le contenu de la sauvegarde, vérifier pourquoi le process ne s'est pas réalisé. Donc, et ça c'est important de bien surveiller ces sauvegardes, donc de bien vérifier que le circuit s'est bien passé, et ça c'est une action qui est quasi quotidienne, parce que lorsqu'on a besoin de la sauvegarde, il faut être sûr d'avoir ces données. L'autre erreur, c'est de confondre également données de production et sauvegarde. Donc souvent on nous dit, non mais moi j'ai un NAS, donc on a le serveur, on a un NAS, donc c'est sauvegardé, il n'y a pas de souci. Mais en regardant de plus près, on s'aperçoit que le NAS, c'est ni plus ni moins qu'un point de stockage où les utilisateurs mettent leurs données dedans. Et ce sont des données de production, des données actives. Ce n'est pas une sauvegarde, c'est stocké sur un espace de sauvegarde, mais ce n'est pas une sauvegarde à proprement dit. Une sauvegarde, c'est quelque chose de statique, sur lequel on va prendre les données sur lesquelles on travaille et on va les poser dans un espace dédié à cette sécurité-là, un espace de sauvegarde. Donc ne pas confondre données de production et données de sauvegarde, espace de production, espace de sauvegarde. Voilà. Avec également un point important, cloisonner ces deux espaces avec des mots de passe différents. Souvent l'administrateur système va mettre un mot de passe sur le serveur de production et va utiliser le même mot de passe sur le serveur de sauvegarde ou sur le NAS de sauvegarde. Le problème, c'est qu'en cas de piratage, si
le hacker a récupéré le mot de passe du serveur, il a aussi celui de la sauvegarde. Donc d'où ce que je disais en préambule, la nécessité de cloisonner les espaces et de sécuriser chaque espace en fonction de sa destination. Voilà. Très bien, merci. Une dernière question, puisqu'on a, dans le panorama, on a fait un petit balayage des menaces. C'est quoi le DDoS, ces attaques DDoS de déni de service en fait, Oui. et comment ça fonctionne, et quelles conséquences pour une entreprise, quel type d'entreprise est ciblée avec ce genre d'attaque? Alors les entreprises qui sont ciblées, le DDoS, c'est en fait, on va bloquer le fonctionnement du site internet de l'entreprise. Il y a différentes méthodes qui arrivent à le bloquer. On peut, je dirais les plus classiques, en bombardant le site de requête, ce qui fait qu'il est saturé d'appels, comme s'il y avait tout de suite un surcroît d'activité avec des millions d'utilisateurs qui essayent de se connecter sur le site. Malheureusement, le serveur d'hébergement n'est pas fait pour recevoir des millions de personnes, parce que votre TPE n'avait pas vocation d'avoir un site internet pour accueillir des millions d'utilisateurs de coup, et là le site va se mettre en rideau, il ne va plus fonctionner. Donc c'est une atteinte d'image, au préjudice d'image de la société. Donc là, comment on règle, et qui permet de dire, ben voilà, nous on a un site qui a vocation d'être national, européen, et on va autoriser que les appels venant de l'Europe. Alors certes, on peut mettre un VPN en place, simuler le fait que la personne qui vient de Russie ou de Chine ou de Corée du Nord est potentiellement européen. C'est des choses qui se font, mais là, ça demande un peu plus d'instruction et vous êtes ciblé vraiment là, par un concurrent qui veut mettre à mal votre système. Il faut trouver après pourquoi. Donc, voilà un peu le principe du déni de service. Merci. Alors moi j'ai une dernière petite question. Tu veux rajouter, c'est quelque chose à rajouter? Non, Oui, donc, en dernière question, c'est quoi les évolutions de BEA informatique face à la cybersécurité? Donc ça veut dire toujours de se mettre à jour, ça veut dire avancer de nouvelles solutions, identifier de nouvelles solutions pour accompagner vos clients. Comment ça fonctionne? Oui, effectivement, la BEA a pris il y a quelques années un grand virage sur les activités de service et maintenant encore plus vers les activités liées à la cybersécurité, de par déjà l'obtention de ce label, de par les formations et les prochains labels que nous allons mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, on a un catalogue orienté cyber qui est relativement large, comme je le disais, aussi large en termes d'équipement technique. Donc, je parlais de firewall, donc là on a des firewall Storm Shield qui sont labellisés par l'ANSSI. Je sais que mes collègues de Storm Shield participaient ce matin à cette matinale, donc je les remercie pour leur confiance. On a également des solutions en termes d'anti-spam. Donc l'anti-spam est une première barrière contre la contamination de phishing. Donc ça permet de faire ce bac à sable qui isole les mails potentiellement frauduleux. Donc là, Vadesecure nous accompagne avec ce type de solution. Là, on est sur des aspects purement techniques. Derrière, il y a tout le catalogue qui nous distingue des autres prestataires, c'est l'offre organisationnelle. Donc là, on va faire de la sensibilisation au risque numérique, on va faire des ateliers pour les utilisateurs, des ateliers qui vont de la sensibilisation niveau 1 jusqu'à des formations beaucoup plus pointues pour les responsables informatiques, les DPO également. Donc ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus pointues. Donc on a tout ce panel de formation. Donc en tant que centre de formation Datadocké, ces formations sont bien sûr finançables par les OPCO. Donc ça, c'est aussi une aide. On va réaliser tout un tas d'audits, donc des audits de cartographie du système d'information dans le but de les sécuriser. Il est important de bien connaître le système d'information du client afin de détecter toutes les vulnérabilités. Donc là, on a des audits de sécurité sur la cartographie du système d'information, des audits de sécurité en termes de réseau. On parlait de site internet, de DDoS. On va faire des audits également de sites internet, de façon à détecter des vulnérabilités. Il existe aussi des virus qui attaquent les sites internet. On parle souvent des virus sur les postes informatiques, mais il faut savoir que vous avez des virus qui vont contaminer des sites WordPress. Donc ça, c'est des choses qui arrivent et qu'on peut être en mesure d'expertiser. Donc on a tout ce panel de formation. Nouvellement, là, on propose maintenant des audits intrusifs, ce qu'on appelle du pen test. Donc là, on a des ingénieurs maintenant qui sont en mesure de réaliser ces audits intrusifs. C'est-à-dire qu'on va essayer de rentrer dans le système d'information d'un client avec son autorisation. Bien sûr, ça passe par une charte de confidentialité, par un engagement avec le client, et on va être en mesure d'essayer, depuis l'extérieur, en ayant un minimum d'informations,
d'essayer de rentrer dans le système et d'obtenir les droits administrateurs pour réaliser un maximum d'opérations. Malheureusement, on arrive trop souvent à devenir administrateur d'un système en ayant juste une adresse IP, juste un accès sur le système. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de plus en plus régulièrement et qui permettent vraiment d'éprouver la sécurité du système d'information lorsqu'on veut être rassuré de savoir si son application est sécurisée, savoir si son serveur est sécurisé. Voilà, on va faire une tentative d'intrusion pour vérifier que tout est conforme et que tout va bien. Voilà, donc ça, ça concerne plus les PME que les TPE, on va dire, les pentests, parce que ce sont des opérations qui se déroulent sur au moins 1 à 2 journées de prestations, mais c'est quand même relativement important, et puis ça reste très, très intrusif. Pour les TPE et également pour les PME, on a des campagnes qui sont actuellement très intéressantes en termes de sensibilisation. On réalise des campagnes de phishing. C'est-à-dire qu'avec le responsable informatique, avec le dirigeant de la société, on va concevoir un mail frauduleux, potentiellement destiné et dans le contexte, je dirais, d'utilisation. Donc ça pourrait être un mail venant d'un cabinet d'avocats, si on est sur des cabinets d'expertise comptable. Ça pourrait être une invitation à une réunion quelconque de réseau pour telle ou telle activité. Et donc ce mail, on va y parsemer de quelques fautes, parce qu'on pourrait faire un mail qui soit parfait et qui piégerait 100% des utilisateurs, mais là, avec le dirigeant, on va choisir de mettre quelques fautes par-ci, par-là, de truquer un peu le logo, pour que ça puisse éveiller l'attention de l'utilisateur, parce que le but n'est pas de piéger tous les utilisateurs, mais d'éveiller leur curiosité et de se dire « Ah, là, potentiellement, je peux me faire piéger ». Donc le message va avoir la possibilité, va proposer à l'utilisateur de cliquer sur un lien, va lui proposer de s'enregistrer sur un formulaire, donc de compromettre ses données, mettre un identifiant, un mot de passe. Je vous rassure, il ne sera pas conservé par BEA, c'est juste pour simuler cette attaque-là. Et donc les destinataires vont recevoir les mails, et là après on va mesurer l'impact de cette campagne de phishing. On va voir les utilisateurs qui ont cliqué sur le lien, on va voir les utilisateurs qui ont ouvert le message, et ceux qui ont compromis les données. Et là, on va ensuite, bien sûr, consolider ces données dans un rapport qu'on va remettre à la société d'une manière anonyme, de façon à ne pas cibler trop les utilisateurs, en disant celui-là il a compromis ses données, celui-là il a fait que cliquer, de façon à ne pas faire 2 poids 2 mesures entre les utilisateurs, le but étant d'être pédagogue, le but n'est pas de désigner. Et derrière, on a sorti ça, on ne se limite pas à cette campagne, on va compléter ça par une formation. C'est-à-dire qu'on va réunir les personnes piégées et on va démonter cette campagne. En disant, vous voyez, vous avez reçu ce mail, il vous a piégé. Pourquoi il vous a piégé? Parce qu'il ressemblait à un original qui aurait pu être comme ceci, mais il y avait quelques points où vous auriez pu être attentif. Il y a ça, il y a tel point, il y a telle faute d'orthographe, il y a le lien qui n'était pas bon. En cliquant, en mettant la souris là-dessus, vous auriez vu que... Voilà. Et après, on forme les personnes en leur expliquant surtout l'impact. Quel est le risque d'un mail frauduleux? Parce qu'on le sait, c'est la porte ouverte à toute contamination virale. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit les attaques, ne serait-ce dans les centres hospitaliers, lorsqu'on voit il y a la grande majorité des attaques des établissements qui ont été mis à genoux par une cyberattaque, ça rentre par un mail frauduleux à l'origine. Voilà. Et donc derrière, on fait cette pédagogie et à l'issue de la formation, ben là, on est sûr que les utilisateurs seront beaucoup plus attentifs. Et lorsqu'il y aura une vraie tentative de phishing, ben peut-être qu'ils se poseront la bonne question avant de cliquer et avant de compromettre leurs données. Voilà un peu aujourd'hui le périmètre que nous couvrons, qui est relativement large. Et là, je remercie toute l'équipe de BEA qui s'est engagée avec moi dans cette démarche on va dire, de sensibilisation, d'avancer vers la sécurité et de monter en compétence autour des activités de cybersécurité. Voilà. Donc merci. Merci pour... Très bien, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je pense que... Très bien. Bon, écoutez, on a débordé un peu sur le temps qui était prévu. Merci à tous d'être venus, merci à tous les participants. C'est vrai que c'était beaucoup moins convivial que de vous recevoir tous ici et d'échanger avec vous autour d'un café, mais j'espère qu'on retournera très vite à l'état meilleur, où on pourra renouveler ces moments de convivialité tous ensemble, parce que c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. Sylvie, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre intervention. Caroline, merci encore avec nous. David, aussi, un grand merci à toi pour ton intervention très pertinente et nous avons rassuré sur
le fait que le Data Center était un espace sécurisé et de proximité, puisque c'est important d'avoir un data center sur le territoire gardois. On oublie de le dire, c'est important qu'il y ait des acteurs économiques autour de l'IT qui soient présents sur nos territoires. Jean-Pierre, un grand merci. C'est nous qui vous remercions, parce que je vois que ce matin, on était venu pour comprendre les mécanismes et avoir des réponses et des solutions. Je crois que la démonstration a été faite. Merci à vous. Merci encore. Yann, À bientôt. à bientôt. Toujours aussi pertinent. Et puis très bientôt pour de nouvelles aventures. Eh oui.